Merci Émile. Bonsoir à tous déjà. Donc aujourd'hui on va parler de la mouvance Tradwife. Donc déjà un petit mot sur moi pour voir qui parle. Donc je m'appelle Pauline Sandré, je suis militante à l'Action française. Je suis mariée, j'ai une petite fille d'1 an et actuellement je suis femme au foyer. Donc quand on m'a proposé d'animer cette conférence, bien j'ai sauté sur l'occasion car bien évidemment c'est un sujet qui m'intéresse de près. Voilà pour la présentation. Donc, qu'est-ce qu'une tradwife? Donc, déjà, le terme, c'est un anglicisme qui nous vient donc de wife pour épouse et trad, c'est un diminutif pour traditionnel. Donc, littéralement, une tradwife, c'est une épouse traditionnelle. Voilà. Mais la tradwife, c'est surtout une tendance apparue sur les réseaux sociaux, notamment depuis la première vague de Covid, et qui décrit en fait un mouvement de retour des femmes à leur foyer, notamment dans les pays anglo-saxons. Ça nous vient d'ailleurs initialement d'Angleterre et des États-Unis. Et un retour à des rôles supposément traditionnels de mère et de gardienne du foyer, et aussi de bras droit de leur mari. Mais la tradwife a ceci de particulier qu'elle le revendique, elle l'assume, elle l'affiche même sur les réseaux sociaux, et elle en fait la promotion. C'est un peu une sorte de pride de l'épouse traditionnelle. Donc, bien que cette tendance soit connue dans le monde anglo-saxon depuis plusieurs années, il semblerait que les médias s'y intéressent depuis peu en France. Et c'est ainsi qu'en mars 2023, on a vu les articles se multiplier dans la presse française pour expliquer le phénomène, et des articles pas forcément, gentils. Maintenant, je vais vous dresser un petit état des lieux non exhaustif des égéries de ce mouvement pour que vous ayez une idée un peu plus concrète de la manière dont se présente une tradwife sur les réseaux sociaux. Donc on va parler d'abord de Alena Kate Pettit. C'est une auteure anglaise du livre The English Etiquette. Elle tient aussi le blog The Darling Academy. Femme au foyer à plein temps, épouse d'un entrepreneur, maman d'un garçon. Elle délivre son point de vue de femme au foyer dans plusieurs médias anglais. Elle est caricaturée dans la presse anglo-saxonne, harcelée sur les réseaux sociaux, et depuis elle s'est éloignée des médias et elle a même suspendu son compte Instagram. Elle continue cependant à tenir son blog. Assez attachée à une imagerie des années 50, elle aime bien s'habiller, notamment à la belle saison où elle sort ses robes à fleurs. Elle aime tout ce qui touche aux soins du linge, elle aime les bonnes manières et les traditions. Elle se déclare chrétienne. Dans son entourage, on retrouve quelques femmes au foyer comme elle, qui aiment par exemple les années 40, le tricot, les recettes de temps de guerre. Ça m'a beaucoup amusée aussi. Elles aiment les brocantes. Toutes ces femmes, d'une manière générale, sont attachées à la famille royale anglaise et elles font un peu partie des pionnières du mouvement tradwife. Après, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, une qui a fait beaucoup parler d'elle cette année, c'est Esty Williams, 25 ans, qui s'est fait connaître pour son imagerie tirée des années 50, elle aussi. Ses conseils conjugaux, en prenant en exemple le couple qu'elle forme avec son mari Connor, comme elle l'appelle. Ses tutos cuisine et pâtisserie, et elle est surtout connue, on va pas se mentir, pour sa plastique et son look très calibré à la Marilyn Monroe. Toujours dans le style de la jolie blonde, mais en plus naturel, Mrs. Midwest recense des milliers d'abonnés à travers le monde. Sur YouTube et sur son blog, elle délivre ses conseils pour être la parfaite épouse et mère au foyer. Elle donne des conseils beauté et elle est appréciée pour son univers avec des couleurs assez douces et acidulées. Les deux, là, Esty Williams et Mrs. Midwest, sont manifestement de spiritualité chrétienne protestante, sans doute, d'une branche plutôt tranquille, on va dire, peut-être luthérienne. Sur Instagram, le groupe We Are the Homemakers est une association de femmes en majorité protestantes dont l'administratrice publie régulièrement de jolies photos d'intérieur accompagnées de citations de la Bible, de citations d'auteurs américains ou de réflexions personnelles d'une des membres du groupe. Le ton y est résolument religieux et ancré dans une tradition littéraire conservatrice. On retrouve notamment des citations de Laura Ingalls Wilder, La petite maison dans la prairie, si vous connaissez, par exemple. The Ballerina Farm est le compte Instagram d'une jeune maman américaine mormon de 7 enfants. Je sais pas si on dit mormon ou mormone, je sais pas du tout. Ancienne danseuse classique, elle et son mari plaquent tout pour monter une ferme d'élevage.
Cette maman à la plastique de mannequin élue Miss Utah en 2021 utilise sa notoriété pour faire connaître les produits de sa ferme avec des vidéos de cuisine où tout est fait maison. Même la mozzarella, parce qu'en fait, ils ont une petite vache dont ils traient le lait matin et soir. À l'autre bout de la planète, en Corée du Sud, Hami Momi filme sa vie de mère au foyer. Dans ses vidéos, la luminosité est douce, l'ambiance est très slow life et tout en atmosphère. Ces images sont esthétiques, presque poétiques, et on peut noter que son travail à la caméra est extrêmement technique, d'un niveau professionnel, et qu'elle doit avoir quand même un sacré matériel. En France, le blog et marque de vêtements Femme à part donne des conseils pour bien s'habiller, des conseils beauté, et en profite pour parler d'essence, pudeur, ainsi que féminité, féminisme, et elle défend bien évidemment la place de femme au foyer. Bien que n'étant pas tenue d'ailleurs par une femme au foyer, c'est un blog qui est suivi par énormément de femmes au foyer françaises, notamment catholiques et notamment tradies. Sur Instagram, Mélie Mélo des petits blancs peints, c'est le compte en fait d'une femme au foyer qui pratique l'instruction en famille. Elle a 8 enfants et elle a une approche spirituelle et philosophique de l'éducation et de la vie très inspirée de l'approche de Steiner-Waldorf. Donc voilà. Vous voyez donc que les profils des tradwives sont relativement variés, mais qu'elles ont toutes en commun de défendre et de valoriser la place de femme au foyer. Leur approche de la femme au foyer est en revanche assez différente selon qu'elles sont croyantes ou non. Certaines ont une approche religieuse et essentialiste de la femme, alors que d'autres ont plutôt une approche pratique et individuelle, empirique, je dirais. Si l'on reprend le profil d'Alina Quette-Petit, par exemple, elle a surtout une approche pratique. Elle raconte elle-même que travaillant dans le marketing pour une industrie cosmétique, elle s'épuisait à la tâche et ne s'épanouissait pas dans ce monde compétitif. Être au foyer lui a permis d'être plus épanouie parce que c'est là qu'elle a trouvé sa véritable vocation. Elle défend la notion de femme au foyer comme un projet valable et que toute personne qui s'occupe d'un foyer et de sa famille fait un travail valable, utile à la société et digne d'être reconnue. C'est la même approche, par exemple, que la dame qui tient le compte Mélie Mélo des petits blancs peints, qui rappelle que la place de la femme au foyer est une belle place, un beau travail, qui a à voir avec le soutien de la vie, l'amour des siens, l'éducation de futurs citoyens équilibrés, l'embellissement d'un foyer chéri consciemment, et puis toutes les femmes ne veulent pas forcément d'un travail à l'extérieur. En revanche, du côté religieux, enfin en particulier protestant de la force, l'approche est essentialiste et appuyée par les Écritures. On retrouve notamment des versets de la Genèse sur la création de l'homme et de la femme, des versets tirés du livre des Proverbes et des versets tirés des Épîtres de saint Paul. Ce qui en ressort, c'est la position subalterne de la femme par rapport à son mari, qui aurait été créée pour lui être une aide. Donc le mari est la tête de la femme et elle doit lui être soumise. Oui. La femme doit être discrète, chaste, dévouée à sa maisonnée. Donc ainsi, par truchement logique, sa place serait au foyer comme bras droit de son mari, comme mère et éducatrice de ses enfants et comme maîtresse du logis. Le mari, en contrepartie, doit être le leader, le protecteur et le pourvoyeur de sa famille. C'est une position que l'on retrouve dans énormément de milieux protestants, qu'ils soient méthodistes, mormons ou évangéliques, et qu'on retrouve aussi dans certaines branches conservatrices du catholicisme. C'est une position qui flirte également avec les branches conservatrices du monde politique américain, qui voient dans le retour des femmes au foyer un peu le salut de la nation. Enfin, la majorité des tradwives critiquent le féminisme contemporain, celui qui encourage les femmes à être, comme elles le disent elles-mêmes, des boss babes. Comment le traduire, des babes, des bébés boss, patrons, quelque chose comme ça. C'est-à-dire aller à l'université, avoir un bon métier, faire carrière, être indépendante et accessoirement aussi être libérée sexuellement. Et souvent des femmes qui regardent de haut les femmes au foyer. Donc là, j'ai une petite citation tirée du compte, du blog The Darling Academy d'Alina Quette-Petit. Je vous le traduis en français parce que moi en anglais, voilà. Ce que de nombreuses femmes ne comprennent pas par rapport aux autres femmes aujourd'hui, bon, excusez-moi, hein, la traduction est vraiment moche, c'est le fait que tout le monde ne veut pas la même chose.
toute femme qui fait un choix pour elle-même, par elle-même, devrait être célébrée et non pas jugée par sa propre équipe. Voilà, si je traduis à peu près littéralement. Souvent, c'est celles qui ont une approche pratique et empirique se rendent compte en fait que ce modèle de voilà la femme qui va à l'université, qui gagne de l'argent, qui est indépendante, etc. Ben, souvent, ça leur a plus nui qu'autre chose. Elles se sont endettées pour faire des études. Alors, c'est notamment vrai aux États-Unis, hein, où les études à l'université sont payantes et on peut débourser des sommes fabuleuses. Enfin, ça se compte ça peut se compter enfin, ça se compte en milliers d'euros, voire pour certaines universités prestigieuses en centaines de milliers d'euros. Elles sont obligées de travailler et d'être compétitives pour rembourser cette dette, bien évidemment. Et ce faisant, elles ont aussi souvent repoussé le mariage et les enfants à leur trentaine. Donc après, il y a des problèmes elles ont plus de mal à trouver un homme, et notamment un homme au-dessus d'elles, sociologiquement parlant. Et puis il y a aussi tous les problèmes après qui découlent, par exemple, de fertilité, où voilà, les couples repoussent énormément les enfants à la trentaine, voire à la quarantaine, et ce qui peut créer des problèmes. Et parfois, quand ces femmes regardent la vie, en arrière, elles se rendent compte que peut-être qu'avoir été une tradwife, ça aurait comblé leurs attentes. Si elles sont mariées et qu'elles ont des enfants, elles n'arrivent pas à jongler entre toutes les casquettes. Être compétente au travail, défendre sa carrière, de retour à la maison, s'occuper des enfants et du foyer, et avec toutes les injonctions modernes. Donc, en cuisinant maison et bio, en partageant des moments de qualité avec chacun, en étant des épouses fit qui font des efforts pour entretenir la flamme, qui ont une vie sociale riche, qui prennent du temps pour elles. Enfin bref, la fameuse charge mentale. Les tradwives, elles, ont trouvé la solution en déléguant la charge mentale financière à leur mari, ce qui libère évidemment bien du temps pour le reste. Alors là, j'ai une autre citation qu'on trouve sur le compte Instagram d'une femme protestante qui est grand-mère maintenant, que je traduis. Les femmes qui travaillent à l'extérieur, enfin, elle dit career women, donc les femmes de carrière, ne peuvent être le bras droit de leur mari comme Dieu le commande. Ah oui, alors là, il y a aussi l'aspect religieux. Leur temps et leur énergie sont divisés. Elles ne peuvent servir de maître. Une maison divisée, choix. Elles placent la majeure partie de leur temps et de leur énergie dans les gens qui leur donnent un salaire et non à celui à qui elles ont promis amour pour toute la vie. C'est pourquoi le divorce le divorce a augmenté depuis que les femmes ont quitté leur maison. Donc bon, là, il y a l'aspect religieux, mais il y a quand même aussi l'aspect constat voilà, des femmes qui n'arrivent pas à gérer les deux, quoi, leur foyer et leur travail. Donc pour les tradwives, le fait de rester à la maison, enfin, ça marche, hein, pratiquement. Les femmes au foyer sont moins stressées que celles qui jonglent avec deux casquettes. Elles ont plus de temps pour s'occuper d'elles, de leur mari, de leurs enfants. Le foyer est généralement mieux tenu, plus agréable à vivre. Les plats sont plus sains, notamment aux États-Unis où on voit dans les sur les réseaux sociaux, il y a une mise en emphase de ça, de fêtes maison, de fêtes cuisiner maison, parce que là-bas vraiment au niveau nourriture c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a aussi ça qui compte. C'est moins en France, je trouve. Le message est différent. Les enfants grandissent mieux, les liens familiaux se resserrent, les couples sont moins enclins à se disputer et les hommes se sentent valorisés dans leur rôle. Les femmes sont libres de s'organiser comme elles l'entendent, à leur rythme. Elles ont plus de temps pour cultiver des hobbies et surtout, elles ont le privilège de pouvoir s'occuper elles-mêmes de leurs enfants. Je rappelle qu'en France, le congé maternité indemnisé dure 3 mois. On peut le prolonger, mais il est moins indemnisé, quoi. Et il n'y a pas du tout de congé indemnisé aux États-Unis. Alors après, ça dépend sans doute des entreprises. Il y a des entreprises qui ont leur propre assurance, enfin leur propre mutuelle, enfin des choses comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de. Donc si t'as des enfants, t'as pas d'argent, quoi. Alors maintenant que je vous ai dressé un état des lieux du mouvement Tradwife, on va prendre un peu de recul. Et pour prendre ce recul, je vais aborder 3 questions qui, je pense, sont cruciales
quand on aborde ce thème de la tradwife, de la femme au foyer. La première, déjà, c'est la réalité de la vie de femme au foyer et la question de l'indépendance financière. Enfin, voilà, on va du plus pratique au plus spéculatif. Hein. La deuxième, c'est les liens flous qu'entretient ce mouvement avec les milieux masculinistes et certains extrémistes religieux. Et la troisième, c'est finalement la remise en question du terme traditionnel. La tradwife, finalement, est-elle vraiment traditionnelle? Donc, quand on navigue sur Instagram ou YouTube, les tradwives donnent envie. Elles sont jolies, les photos sont léchées, les vidéos sont calibrées. On trouve plein de citations inspirantes et de bons conseils. Personnellement, je passe peut-être un peu trop de temps sur ces contenus parce qu'ils font du bien. Maintenant, la réalité de la vie d'une femme au foyer, ce ne sont pas beaucoup de photos Instagrammables, mais énormément de tâches ingrates et de fatigue. Alors certes, il n'y a pas le stress du bureau, de manager toxique et de deadline, mais il reste quand même le stress du bon déroulement de la vie du foyer qui se déploie comme un balai. Le temps est compté, chaque tâche compte. Une machine oubliée, une course qui n'a pas été faite, ce micro-détail peut bouleverser toute une journée, voire une semaine entière. La satisfaction d'être son propre maître, de vivre à son rythme et de voir ses enfants grandir est immense, mais les journées n'en demeurent pas moins lassantes et répétitives. Changer les couches, étendre le linge, cuisiner 2 fois par jour, récurer les WC, voilà. Il faut beaucoup de discipline pour s'en tenir à sa routine et à son emploi du temps, et en même temps un grand sens de l'adaptation lorsqu'il y a des enfants. Pour une femme habituée à un travail plus intellectuel, ça peut paraître parfois abrutissant. Il est alors nécessaire qu'elle inscrive dans son emploi du temps des moments pour elle, pour se reposer, se cultiver, se former, s'adonner à une occupation autre que la tenue du ménage et du foyer. Mais c'est pas facile quand on est une mère de famille nombreuse, par exemple, ou d'enfants en bas âge. Il y a aussi, dans notre société moderne éclatée, les femmes au foyer souvent sont isolées. Elles sont souvent loin de leur famille et de leurs amis, qu'elles ont rencontrés souvent en ville, lors de leurs études, etc. Et sans collègues avec qui discuter, les rares interactions qui leur restent sont celles avec les commerçants et la postière. Si la femme au foyer ne trouve pas un moyen d'avoir d'autres interactions, notamment par des groupes de femmes au foyer, du bénévolat ou via la paroisse pour les croyantes, la dépression n'est pas loin. Leur tâche est bien souvent peu reconnue, que ce soit par leur propre famille qui considère leurs services comme allant de soi, ou par la société qui les ignore ou les méprise. Et enfin, c'est peut-être la question qui porte le plus à débat, c'est celle de la dépendance financière. Et c'est souvent d'ailleurs ce point-là que les féministes mettent en exergue, à juste titre, je pense. Parce qu'une femme qui ne reçoit pas de traitement ou de salaire, c'est une femme qui ne cotise pas pour sa retraite, qui s'expose à la précarité en cas de veuvage ou de séparation, et qui est plus à risque de violence économique au sein de son foyer. Par exemple, un mari qui contrôlerait vraiment systématiquement toutes les dépenses, qui ferait du chantage, ou tout simplement, dans un couple où ça se passerait mal, y a moins de liberté, par exemple, pour quitter son conjoint. D'où l'intérêt économique du contrat de mariage qui protège, dans une certaine mesure, la femme en cas de veuvage ou de divorce. Je dis dans une certaine mesure parce que si c'est 50-50 sur le papier, dans les faits, on a constaté que beaucoup d'hommes, en cas de divorce, arrivent à louvoyer pour payer le moins de pensions alimentaires et de prestations compensatoires possibles. Et souvent, ça ne fait pas vivre une femme et ses enfants. Elle doit reprendre le marché du travail à un âge plus avancé, où elle a moins d'opportunités d'embauche et des emplois plutôt ingrats et précaires. Après, en cas de veuvage, en France, la pension de réversion est égale à environ 50% de la retraite du conjoint décédé, avec un plafond de revenus annuel à ne pas dépasser. Selon l'INSEE, après une rupture, la perte financière des femmes atteint 16%, 2 fois plus que celle des hommes. Donc c'est un peu à la chance. Si vous choisissez bien votre conjoint, que c'est un homme intègre, que votre mariage est heureux, ça ne posera aucun problème d'être femme au foyer. En revanche, si votre conjoint se révèle peu fiable, vous êtes exposé à la précarité. Alors, on passera sur la mode, c'est une trend sur les réseaux sociaux de la stay-at-home girlfriend, donc littéralement copine qui reste à la maison, qui me fait hurler personnellement. C'est une mode donc de copines qui restent à la maison pour s'occuper du foyer pendant que leurs copains travaillent et ramènent l'argent. Donc c'est un non-sens absolu, il n'y a aucun engagement, aucune sécurité, c'est vraiment d'une imprudence, d'une très grande imprudence. Après, et c'est une remarque tout à fait valable que font les tradwives, ce n'est pas forcément parce que vous travaillez que vous êtes beaucoup plus avantagé économiquement. Un licenciement, un accident de la vie et votre vie peut basculer.
Et de plus, dans beaucoup de couples, le fait qu'une femme travaille en dehors du foyer ne garantit pas un partage économique équitable. Ce sera par exemple 50-50 pour payer les courses, alors que l'un gagne plus que l'autre. Ou bien aussi, on a vu souvent dans beaucoup de couples, parce qu'ils gagnent plus, le mari souhaitera investir dans des biens durables, comme la voiture, l'électroménager ou la maison. Et la femme paye les biens périssables, courses, factures, vêtements. Donc s'il y a séparation, l'homme aura accumulé du bien, mais la femme se sera appauvrie. Ou bien encore, ce sera la question de la répartition des tâches. Vous travaillez tous les deux, mêmes horaires, même pénibilité, etc. Mais c'est la femme qui doit s'occuper des enfants et du foyer pendant que le mari, tond la pelouse une fois par mois et bricole de la voiture 2 fois l'an, quoi. Donc ça ressemble quand même beaucoup, enfin ça pourrait ressembler à de l'exploitation. Ou la question aussi de la fameuse charge mentale. Donc là, cette fois-ci, la répartition semble équitable. Mais généralement, c'est dans ce sens-là. Madame doit toujours rappeler à monsieur ce qu'il doit faire, tout expliquer, tout lister, parfois même repasser derrière. Donc, c'est un vrai boulot de secrétaire, quoi. Donc, le burn-out et le ressentiment, souvent, ils sont pas loin. Et puis, il y a aussi la question des coûts engendrés par un travail à l'extérieur. Entre le prix de l'essence pour aller au boulot, les frais de garde des enfants ou de ménage, les produits surgelés ou les produits de restauration rapide, les coûts montent vite et rendent par exemple inintéressant un emploi au SMIC. Donc, tradwife ou pas, chacun voit midi à sa porte, mais ceci dit, stratégiquement, rester au foyer vous rend perdante si votre mariage finit mal. Voilà. On notera que l'apparition des tradwives sur les réseaux sociaux est en lui-même une réponse à toutes ces problématiques. Une tradwife sur un réseau social, déjà elle tue l'ennui de sa routine via son hobby. Elle socialise avec d'autres personnes. Elle est reconnue dans son travail au sein de son réseau et défend son statut à l'extérieur. Et pour les plus célèbres et les plus productives d'entre elles, elle gagne aussi un revenu. Donc c'est plutôt malin. Donc voilà, c'est pour la partie vraiment pratico-pratique, terre à terre. Et puis ensuite, il y avait le deuxième sujet qu'on va aborder. Ce sont les ponts qui existent entre le mouvement tradwife et certains mouvements légèrement problématiques, comme les masculinistes ou certains extrémistes chrétiens. Non pas que le mouvement tradwife soit directement relié au mouvement masculiniste, mais il faut quand même reconnaître que beaucoup de mascus voient en la tradwife la femme idéale. À l'inverse des harpies féministes frustrées ou des Stacy's qui coucheraient avec tous les Chads de la Terre, la tradwife représenterait l'idéal féminin. Jeune, jolie, en bonne santé, vierge, soumise, douce, heureuse de vivre, dévouée à son mari, à ses enfants et à son foyer, élégante et souriante, jamais critique, mais toujours dans l'admiration, dans la compréhension et l'acceptation, peut-on leur en vouloir? Les femmes aussi ont leurs idéaux, qui ne collent bien souvent pas avec la majorité de la population masculine, que je nommerais le complexe d'Aragorn, très personnellement, et on ne leur jette pas la pierre. Mais c'est là que le bas blesse. Coincés dans leur discours toxique et adeptes des biais de confirmation, les masculinistes blâment l'ensemble des femmes pour leur mal-être, leur reprochent de se donner à la terre entière et d'être des adeptes d'OnlyFans, avec cette notion très imagée et poétique du compteur kilométrique d'une voiture, c'est-à-dire plus tu fais de kilomètres, plus tu as été avec d'hommes, moins tu as de valeur. Et en anglais, le terme, il parle de body count. Par contre, il reproche aussi aux femmes de ne pouvoir les connaître Il leur reproche de ne pouvoir les connaître bibliquement et d'être des profiteuses lors des rendez-vous. Parce que oui, c'est bien connu, si tu payes un resto, la fille doit finir dans ton lit. Bref, on est en pleine dissonance cognitive. Ils voient en la tradwife le salut du féminin, oubliant par ailleurs que il faut aussi peut-être être un tradman et non pas un no-life qui passe ses journées à naviguer sur certains sites douteux, à jouer à WoW et pense dans le même temps que sa copine devrait lui faire le ménage, le linge, la cuisine et avoir des parties de jambes en l'air régulières avec lui. Enfin, et ce n'est pas la moindre raison pour laquelle les masculins sont problématiques, c'est que certains leaders de ce mouvement profitent du discours autour de la virilité et de la féminité traditionnelle pour finalement donner une vision des hommes et des femmes assez caricaturale et triste, et même parfois loufoque. Andrew Tate, l'inénarrable Andrew Tate, en est l'exemple type. Cet ancien kickboxer américain exhibe de manière outrancière son argent, ses liasses de billets, ses montres et ses voitures de luxe sur les réseaux, ce qui est d'une vulgarité sans nom, car comprenez-vous, c'est un alpha. Ah oui, alors aussi avec ce truc là de se comparer à la meute de singes, là
pourquoi pas. Il aime l'aventure, il est riche, il a donc tout un cheptel de jeunes et jolies femmes à ses pieds qui lui tiennent compagnie en soirée et avec qui il peut coucher à volonté. Il parle de ses femmes. D'ailleurs, il se convertit à l'islam car pour lui, la polygamie est le modèle traditionnel qu'il défend. Son discours autour de la virilité et de la féminité traditionnelle se résume à dire qu'il faut être un homme fort, dominant et riche, parce qu'ainsi vous aurez plein de femmes qui, elles, doivent être vierges, fidèles, soumises, aux petits soins et parquées dans leur foyer. Voilà, hein, c'est le discours. Dans un autre registre, certains extrémistes religieux, enfin je sais pas comment les nommer, enfin c'est des protestants quoi, hein, utilisent le discours chrétien pour le détourner. L'homme aurait le devoir de discipliner et de châtier sa femme, et c'est ainsi qu'on voit émerger la pratique de la discipline domestique. C'est-à-dire que le mari peut corriger sa femme avec des fessées ou des coups de ceinture, si elle a fait une bêtise, enfin si elle a fait quelque chose de pas bien, quoi, qui lui plaît pas. Et d'ailleurs, pardonnez-moi pour vos chastes oreilles, mais ce sont souvent les mêmes qui vantent les mérites de pratiques orales quotidiennes ou de l'ingestion de sémen pour une meilleure harmonie de couple. Hein. C'est lunaire. Si vous êtes une jeune femme peu formée à l'esprit critique et que vous tombez sur ce genre de contenu, l'idéal tradwife, c'est le plus court chemin entre la liberté et l'enfer sur Terre. Voilà, donc ça c'est, on va dire, ce sont les extrêmes par rapport au mouvement tradwife. Le mouvement tradwife est loin de tomber dans ce genre de délire-là, mais voilà, il y a, enfin, comment dire, il y a toujours ce danger-là où voilà, si vous êtes une jeune femme, vous connaissez rien, vous atterrissez sur ce genre de contenu et hop, d'un coup, vous pensez que voilà, être une tradwife, c'est être totalement soumise et même être tapée. Enfin bon, faut le savoir. C'est pas écrit dans mon livre, mais faut le savoir. Et enfin, et c'est sans doute la question la plus importante, la tradwife est-elle réellement traditionnelle? Si on écoute le discours des tradwives, alors pas toutes, enfin parce que c'est plus nuancé que ça, mais bon, on va dire d'une manière générale, et comme celui de certaines féministes d'ailleurs, la place de la femme aurait été depuis l'aube de l'humanité au foyer, dépendante de la protection physique et financière, calorique, dirait Frédéric Delavier, de son homme, astreinte au nourrissage et à la garde des enfants et responsable de la bonne marche de son foyer. Alors, si on remonte loin, très loin dans l'histoire de l'humanité, eh bien les femmes du paléolithique, par exemple, étaient bien loin de rester à la grotte. Elles chassaient elles aussi. Alors, pas toutes, pas tout le temps, notamment quand une femme était enceinte, par exemple, mais elles chassaient et contribuaient ainsi à l'apport calorique du groupe. Elles pouvaient effectuer de longues marches afin de cueillir des plantes, qui correspondaient à environ 75% des apports nutritifs du groupe. Elles n'étaient pas tout le temps enceintes car elles allaitaient leurs enfants environ 4 à 5 ans, ce qui en général bloque l'ovulation. Elles avaient ainsi 6 enfants dans leur vie grand maximum. Elles peignaient sur les parois des grottes et occupaient sans doute des fonctions de guérisseuses par leur connaissance des plantes. Au néolithique, avec la sédentarisation et l'invention de l'agriculture, la population augmente et une guerre pour les ressources apparaît. Les femmes sélectionnent des hommes plus forts et l'on estime que c'est à cette époque qu'apparaît une inégalité de traitement entre les gens. Par exemple, les femmes, à l'observation de squelettes, les femmes semblent plus souffrir de carences nutritives que les hommes. En revanche, on observe le développement de la musculature des épaules et des bras chez elles, qui est plus développée que celle de nos athlètes féminines actuelles, ce qui laisse supposer leur participation à des travaux très physiques, comme la mouture du grain et peut-être même la construction et le terrassement. On observe aussi à cette période que les femmes se font aider par leur mère, qui survivent après la ménopause. Oui, parce que dans le genre animal, enfin voilà, les femelles généralement, elles ont leur chaleur et puis un beau jour elles meurent. Alors que chez les hommes, on a cette particularité la femme n'est plus féconde à un certain âge, mais survit encore. Et ainsi, les mères sont plus libres de la garde de leurs enfants pour pouvoir participer aux activités du groupe. Dans l'Antiquité, le soin des tout-petits est une affaire de femme, mais pas forcément de la mère. Par exemple, à Rome, nombreux sont les cas de mères aisées faisant appel à une nourrice, comme le déplore l'historien Tacite. En Égypte, les femmes ont l'égalité devant la loi, elles peuvent gérer leur propre patrimoine, être à la tête d'une entreprise, être médecin, divorcer, etc. Au Moyen-Âge, la femme occidentale est relayée par son mari pendant le temps des relevailles, donc c'est les 40 jours qui suivent un accouchement,
où le mari s'occupe à sa place du soin des enfants et du foyer en plus de son travail, ou se fait aider par une servante pour les plus aisés. De manière générale, on va dire l'homme paysan ou classe un peu moyenne sup, éduque ses enfants, leur donne le bain, prépare et donne le repas aux enfants, les surveille, même si c'est quand même la femme qui assure la majorité du soin des enfants, notamment par l'allaitement. Elle a le droit d'exercer une activité artisanale, souvent conjointement avec son mari. Elle l'aide au champ ou au marché. Elle a le privilège d'exercer exclusivement l'obstétrique et la puériculture. La Renaissance voit une diminution des droits des femmes avec la redécouverte du Code civil romain. Et paradoxalement, c'est à cette époque que l'on voit énormément de femmes exercer un pouvoir politique en tant que régente. Et c'est aussi à cette époque qu'il devient plus facile et plus profitable d'être courtisane que mariée. Au XVIIIe et au XIXe siècle, dans les milieux aristocrates ou bourgeois, mais aussi chez les artisans et les ouvriers, on envoie ses enfants en nourrice à la campagne jusqu'au sevrage qui a lieu vers 2 ans. À la ferme, le soin des petits est souvent confié aux grands-mères qui ont le privilège du bercement. Donc, d'une manière générale, si on devait brosser un portrait en très gros traits, la bonne marche du foyer est une affaire de femme. Chercher l'eau, entretenir le feu, laver le linge, tisser les vêtements, cuisiner pour la famille, laver le sol, etc. sont affaires de femmes. Et les femmes de la maison se répartissent les tâches entre elles. La femme aisée, elle, donne des ordres à ses servantes et s'assure que le travail est bien fait. La sécurité et les travaux physiques sont généralement affaires d'hommes. Protéger son foyer, faire la guerre, qui est surtout le rôle de la noblesse. Labourer, semer aussi. Alors là, il y a surtout un côté très symbolique. Tuer les gros bestiaux. L'homme est le chef de famille, il en est responsable et tous les manquements des membres de sa famille lui seront reprochés personnellement. Cette répartition des rôles, à quelques exceptions près, est commune à peu près à tout l'Occident jusqu'à l'aube de la révolution industrielle. Au-delà de cette répartition, les rôles de chaque sexe varient d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'un canton à l'autre et d'un milieu social à l'autre. Ici, les femmes foulent le grain alors qu'à 2 km de là, ce sont les hommes. Ici, les petites filles gardent les oies alors qu'ailleurs, ce sont les garçons. Chaque genre a un rôle bien défini avec des outils qui vont avec. Il y a tel type d'outils pour les femmes et tel autre pour les hommes. Ces outils ne sont pas interchangeables. Et parfois même aussi le langage, certains éléments du langage changent selon le genre. Une fille n'appelle pas de la même manière son oncle qu'un garçon, par exemple. Les rôles sont complémentaires, non interchangeables, ainsi que les outils, mais variables vraiment d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que on passe du coq à l'âne, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Voilà. Autre chose, le salariat n'est pas répandu et c'est la condition du pauvre. Les gens travaillent pour eux, près de chez eux. L'économie est avant tout ouvrière et domestique. C'est ainsi que la famille, la maisonnée, la domus inclut la famille nucléaire, mais aussi les affiliés, les servants, les gens, les biens et la terre. Avec l'avènement de la société industrielle, le travailleur gagne péniblement un salaire loin de son foyer. Il est intéressant de noter d'ailleurs que l'émergence de la femme au foyer classique, donc c'est-à-dire celle qui reste toute la journée à la maison en attendant le retour du mari, ça coïncide avec l'avènement de l'ère industrielle où elle est encouragée à rester chez elle pour prendre soin de son mari. Au retour du travail, le mari trouve une maison propre et salubre, restaure ses forces par un plat sain et nourrissant, évite ainsi la tentation du tripot et se réveille frais pour une nouvelle journée de travail, c'est tout bénéfice pour l'usine. De plus, le fait que la femme reste au foyer est devenu une nécessité économique imposée par la société industrielle. En effet, il faut bien qu'il y ait une personne pour gérer toute l'intendance et la gestion des biens issus de l'industrie. Faute de pourvoir soi-même à ses besoins, le foyer doit tout acheter et accommoder, ce qui est un travail à temps plein. Il faut prévoir, faire les courses, revenir, déballer, arranger les produits de médiocre qualité. Et ainsi, ce modèle de femme au foyer, bien malgré elle, travaille main dans la main avec le système industriel qui, sans elle, ne pourrait exister. Mais avec la société post-industrielle, la boucle est bouclée. En plus de devoir assumer son rôle de mère et de maîtresse du foyer, la femme se voit contrainte par nécessité économique à travailler en tant que salariée à l'extérieur de son foyer, devant déléguer le soin des enfants à des mains étrangères, nounou pour les plus petits, ou la crèche, et puis ensuite l'école. Finalement, la femme au foyer qui s'occupe exclusivement de ses enfants et de son foyer en attendant le retour de son mari est un épiphénomène au regard de l'histoire. Bien que les rôles de mère, gardienne du foyer aient été des rôles spécifiquement féminins. À l'heure actuelle,
la femme voilà moyenne, on va dire, et notamment la mère de famille, essaie constamment de ménager la chèvre le chou. Elle est tiraillée entre son travail loin de son foyer et son rôle de maman et maîtresse de maison. Alors s'offrent à elle plusieurs solutions. Retourner au foyer mais prendre le risque de la précarité, ce qui est quand même le cas pour énormément de couples qui ne sont pas mariés, vivent en concubinage ou bien voilà, des couples qui pensent qu'ils peuvent, dès que tout va mal, ils divorcent, quoi. Travailler et gérer son foyer en prenant le risque du burn-out, parce que oui, c'est ce qu'on appelle la double journée, quoi. C'est-à-dire toute la journée vous travaillez et puis le soir rebelote avec les devoirs, la douche des enfants, les mettre au lit, le repas, la vaisselle, les machines, etc., le ménage, le rangement. Ou alors travailler et déléguer la moitié des tâches à son compagnon. Mais c'est une solution qui n'est pas toujours satisfaisante, car il est difficile, déjà et pour elle, de déléguer son rôle de genre, enfin qui est quand même issu d'habitudes séculaires, et pour lui de faire face à des tâches qui ne sont pas traditionnellement les siennes. Ou alors, il faut appartenir à la catégorie sociale supérieure et déléguer des tâches, ces tâches-là à des auxiliaires. Mais ce qui reporte finalement le problème sur une catégorie sociale inférieure et souvent plus précaire et rend la possibilité d'être femme de carrière sans les contraintes domestiques le privilège d'une classe aisée. Dans la société industrielle et post-industrielle, avec l'avènement du divorce et du concubinage généralisé, la femme en couple est défavorisée, enfin, est moins favorisée économiquement que son mari, que son compagnon, que son... Voilà. À l'issue de ce constat, être femme au foyer, c'est un sacrifice qu'une femme fait pour le bien-être de sa famille et le bien de son foyer. Prenant le risque sur elle, il est nécessaire qu'elle le fasse en connaissance de cause, que son mari ait bien conscience aussi de ce que ça implique, qu'elle soit mariée pour garantir dans une certaine mesure le risque économique qu'elle prend, et que son mari, portant la charge financière, puisse dans la mesure de ses moyens garantir le risque financier de son épouse. Alors ça se voit surtout aux États-Unis où voilà, il y a des assurances vie, des systèmes de placement, etc. Enfin, et je conclurai là-dessus, soyez une tradwife si vous voulez, c'est très bien, mais soyez-le avec discernement, circonspection et prenez le temps de bien choisir celui qui sera le compagnon de votre vie. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour ta conférence, Pauline, qui était très intéressante. Nous allons passer désormais aux questions, avec une première question de Vanessa de Paris, qui te demande « Est-ce que le terme de tradwife est vraiment une création moderne, ou bien est-ce que les femmes amish, mormons, etc. peuvent être considérées, elles aussi, comme faisant partie de ce mouvement tradwife ?» Je pense que le terme tradwife, ça a une connotation moderne. C'est vraiment une tendance qui est apparue il y a, allez, je dirais, il y a 3-4 ans, 5 ans peut-être. Enfin, qui décrit une mode en fait, qui décrit une réalité sociale, mais qui est récente. Mais effectivement, les femmes mormons qui appartiennent depuis plusieurs générations à ces communautés-là, Amish mormons, c'est sans doute exagéré de les appeler des tradwives. Elles ne se définissent pas comme telles. Elles, c'est juste, voilà, elles suivent les pas de leur communauté et de ce qui se fait dans leur communauté et c'est tout. Enfin, il n'y a pas de revendication ou comment dire, de conscientisation, voilà, de ce problème de la femme qui travaille. Donc je pense, pour moi, c'est un peu un abus de langage de dire que ce serait des tradwives. Même si dans les faits, en pratique, c'est pareil, quoi. Merci Pauline pour ta réponse. Une deuxième question qui nous vient cette fois-ci de Clermont-Ferrand, de Paul de Clermont-Ferrand, qui te demande, puisque tu parlais d'imprudence dans ta conférence, il te demande « N'est-ce pas une imprudence uniquement s'il y a divorce ?» Oui. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que le vrai problème là, économique, c'est que dans notre société actuellement, euh, comment dire, beaucoup de gens divorcent. Je crois que c'est un foyer sur 3 qui divorce et un foyer sur 2 dans les grandes villes. Voire les gens vivent en concubinage. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de stabilité de la famille. C'est-à-dire que, mais même en étant, je veux dire, même en étant religieux, très croyant, vous n'êtes pas garanti que de rester toute la vie avec votre mari ou votre femme, parce que bah, les gens peuvent changer et maintenant il y a la possibilité du divorce si vous voulez. Donc
Autrefois, voilà, avant le divorce au 19e siècle, bon ben, c'était jusqu'à la vie, enfin, enfin jusqu'à la fin. Mais maintenant, cette possibilité existe. Et parce que cette possibilité existe, voilà, vous n'êtes pas du tout à l'abri, même en étant dans un couple extrêmement croyant, extrêmement, enfin, voilà, avec plein de bons idéaux, etc. Vous n'êtes pas à l'abri d'être quitté. Donc déjà, oui. Pour moi, c'est la possibilité du divorce qui fait que ça rend la condition, cette condition, comment dire. Un peu imprudente pour les femmes. Mais encore une fois, après, c'est aussi une question de point de vue et de priorité qu'on place dans la vie. Hein. Je veux dire, enfin voilà, si vous êtes dans un mariage, que tout se passe bien, que vous avez bien pris le temps de vous préparer à ce mariage, de connaître votre conjoint, de connaître sa famille, de discuter de tous les aspects du mariage, etc. Après, voilà, c'est un choix que chacun fait. Alors, mais de fait, c'est une imprudence. Enfin, de fait, économiquement, stratégiquement, on va dire, c'est vous exposer à la précarité. Mais maintenant, je veux dire, la vie, c'est aussi que des risques. Hein, donc voilà, vous pouvez aussi vous dire, moi, je choisis de... Et c'est ce que font d'ailleurs les tradwives, c'est je choisis ma famille en priorité, je choisis mon mariage en priorité, je choisis l'équilibre, enfin voilà, des miens et le développement de mes enfants en priorité. Et puis tant pis, tu vois. Tant pis si à 50 ans, il se trouve que mon mari, voilà, veut divorcer parce qu'il a rencontré une plus jeune. Tant pis, je le fais en connaissance de cause et pourquoi pas. Mais voilà, mais c'est justement pour ça que je dis c'est d'autant plus un sacrifice qu'elle fait. C'est un très beau choix, mais faut le faire en connaissance de cause. Et effectivement, ce choix-là, il a été rendu et ce choix-là a été rendu compliqué parce que de fait, on est dans une société où les relations sont très volatiles et où même dans le meilleur des mariages, vous n'êtes pas garanti à 100% de rester toute votre vie avec votre mari ou votre femme. Voilà. Mais oui, oui, cette précarité économique a un lien direct avec la possibilité de divorcer, c'est sûr. Merci Pauline pour ta réponse. Une troisième question maintenant qui nous vient d'Alexei qui te demande: est-ce que le fait que les tradwives ou les femmes qui se revendiquent de cette mouvance, est-ce que le fait qu'elles utilisent les réseaux sociaux parfois pour source de revenus, est-ce que ça ne crée pas une dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux? Et donc, qui dit dépendance dit fragilité. Si jamais elles perdent cette source de revenus, n'est-ce pas problématique de dépendre uniquement des réseaux sociaux? Bah oui, mais ça c'est un des nombreux paradoxes des tradwives, c'est que comment dire, elles promeuvent sur les réseaux sociaux un mode de vie qu'elles ne suivent pas, enfin qu'elles ne suivent pas franchement elles-mêmes. C'est un abus de langage parce que beaucoup de tradwives ont une petite activité, mais en fait, ça s'inscrit dans le cadre de leur foyer. Donc, ça peut être une activité pratique, enfin, comment dire, de confection, par exemple, où elles vont vendre énormément de choses sur des plateformes comme Etsy, des choses comme ça. Ça peut être des cours en ligne, ça peut être... et effectivement, pour les tradwives qui s'exposent sur les réseaux sociaux, ce sont les revenus issus de ces réseaux sociaux. Mais voilà, faut pas être dupe et faut pas se dire oui c'est super, voilà elles sont dépendantes économiquement parce que de fait elles sont quand même une petite ouverture sur leur activité sur les réseaux sociaux. Bon après je sais pas hein, combien gagne une femme comme ça, une tradwife sur les réseaux sociaux, mais bon disons que si elle a 100 000 abonnés, je sais pas combien elle peut gagner. Je pense pas que ce soit énorme, loin de là, mais je pense que c'est déjà ça. Et donc voilà, il y a un peu ce double, enfin ce paradoxe quoi, de la tradwife qui nous dit il faut rester au foyer, s'occuper des enfants, être soumise à son mari, mais à côté de ça, bah, sur les réseaux, elle s'expose, elle gagne de l'argent et finalement elles sont moins indépendantes, elles sont moins dépendantes que ce qu'on pourrait croire. Merci beaucoup Pauline pour ta réponse. Une deuxième question d'Alexei qui te demande: les féministes ont des discours qui sont parfois repris par certains mouvements masculinistes. Est-ce aussi le cas des tradwives? Est-ce qu'elles reprennent certains discours féministes? Donc plus globalement, comment considèrent-elles le féminisme? Alors il y a un discours que j'ai souvent vu chez les tradwives, c'est le discours de je fais ce que je veux de ma vie. Dans le sens où par exemple
elle reproche, enfin beaucoup de tradwives, comme je disais, reprochent aux féministes, enfin un certain courant féministe, de les regarder de haut. Et en fait, elles disent, mais en gros, vous êtes des féministes, mais on n'a pas le choix de faire ce qu'on veut, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le choix de faire ce qu'on veut à partir du moment où on fait le choix des féministes, c'est-à-dire de travailler, d'être indépendantes. Mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de rester à la maison et de s'occuper de nos enfants, quoi. Et donc ça, c'est souvent le discours que j'ai vu où c'est en gros le discours de une femme fait ce qu'elle veut de sa vie. Mais après, c'est plus un discours de défense, je pense. En fait, elle réutilise, les tradwives réutilisent des arguments invoqués par les féministes pour les reprendre à leur avantage. Quoi, vous êtes pour le choix des femmes, pour le choix, pour que les femmes puissent choisir la vie qu'elles veulent, mais respecter notre choix. Donc ça, c'est un discours qu'elles reprennent, c'est un discours qui est issu des féministes. Après, paradoxalement, pour moi, les féministes qui disent une femme peut faire ce qu'elle veut, elle peut faire les choix qu'elle veut pour elle-même, c'est aussi les féministes qui vont dire voilà, une femme peut porter le voile du moment qu'elle l'a choisi, une femme, enfin, je trouve que c'est un discours qui est comment dire comment on appellerait très radical, mais finalement qui creuse pas le fond des choses. Euh, Parce que dire une femme elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais oui, mais bon, sauf qu'il y a quand même des tendances, enfin des tendances sociales, il y a des histoires, enfin des choses comme ça qui font qu'il y a des déterminants sociétaux qui vont pousser les femmes dans un sens ou dans l'autre. Alors après, effectivement, une femme a encore du libre arbitre et est tout à fait intelligente pour faire ses propres choix. Mais ceci dit, on peut pas non plus nier qu'il y a voilà certains facteurs qui pourraient être déterminants dans le choix d'une femme de rester au foyer ou non, ou dans le choix de porter le voile ou non, et c'est pas forcément des déterminants qui sont positifs, quoi. Donc voilà, le discours, je trouve que le discours des féministes ou des tradwives qui détournent du coup le discours féministe en disant je fais ce que je veux de ma vie, c'est pour ça que se battent les féministes, c'est pour qu'une femme puisse faire ses propres choix. C'est un discours qui est très sympathique, mais qui est malheureusement un peu court et qui se voile la face, quoi. Voilà. Merci beaucoup Pauline pour ta réponse. Une question maintenant de Miss Muffet qui te demande le mouvement Tradwife est-il vraiment un mouvement ou s'agit-il plutôt d'un fait de société? C'est c'est pas un mouvement organisé. Hein. Il n'y a pas une association ou voilà un parti politique ou quelque chose. Donc c'est informel. Mais disons que c'est comment dire, c'est une tendance. On dirait plutôt ça, une tendance, une mode si vous voulez. Euh, euh, voilà, je pense que c'est une mode et puis c'est un fait de société quoi. C'est alors je pense qu'il reste encore très minoritaire. Mais le fait qu'il apparaisse quand même sur les réseaux sociaux, dans l'actualité, etc., ça marque quand même qu'il y a une certaine rupture et une certaine remise en cause du discours classique de voilà la femme qui doit travailler, être indépendante et voilà enfin, entre guillemets négliger la sphère privée et domestique. Merci beaucoup Pauline pour ta réponse. On a Enzo Sandré qui a écrit une petite blague, qui a écrit Kaczynski, Tradwife, même combat. Eh bien c'est plutôt rigolo, mais je pense qu'on peut aller de cette petite blague vers quelque chose d'intéressant. Donc j'ai une question à te poser. Est-ce que on peut faire un lien entre la pensée de Ted Kaczynski, c'est-à-dire le fait que la société technologique souhaite la désagrégation des petites communautés, elle l'accentue, la décomposition des valeurs traditionnelles. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce constat de Ted Kaczynski et le renouveau en quelque sorte du mouvement Tradwife, qui serait un petit peu un bouclier avec la famille qui est vraiment mise en valeur? Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce constat de Kaczynski et le mouvement Tradwife tel qu'on le connaît aujourd'hui? Euh, alors, je suis influencée par la pensée de Ted Kaczynski et d'Ivan Illich et de Munford. Je pense vraiment que cette question de la femme au foyer ou de la femme qui travaille, c'est directement lié à notre société enfin, industrielle et moderne, parce que il y a un délitement des communautés
Mais je pense pas que le délitement des communautés soit dû au fait que les femmes travaillent à l'extérieur. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu un délitement des communautés à cause de la naissance du travail industriel, donc l'ouvrier, voilà, qui part à l'usine ou qui part à la mine, et puis après maintenant dans la société postmoderne, voilà, le travail qui est en ville. Euh, je pense que c'est dans ce sens-là. Et du coup, les femmes, forcément, celles qui sont des classes moyennes inférieures, sont obligées de travailler parce que une famille, tu la fais pas vivre décemment avec un SMIC, à moins de consentir à d'énormes sacrifices. Euh, donc, euh, donc pour moi, c'est dans ce sens-là. Il y a d'abord un délitement des communautés issues de la société industrielle, et ensuite, les femmes trinquent en devant porter deux casquettes, à la fois être au foyer et à la fois travailler comme un homme 5 jours sur 7, 8 heures sur 24, avec 5 semaines de congés payés par an, quoi. Merci beaucoup Pauline pour ta réponse. On a une question d'Enzo Sandré maintenant et non plus une petite blague. Il te demande: finalement, la possibilité d'être tradwife, bref, un féminisme organique, n'est-elle pas surtout une question de droit? J'entends par cela que la loi puisse mettre la misère au mari qui se barre avec une plus jeune une fois la femme utilisée, entre parenthèses, à faire les enfants. Ben oui, je pense qu'en fait, il y aurait peut-être des lois, effectivement, gérer le problème à un niveau politique. C'est-à-dire que c'est d'une injustice absolue. Par exemple, quand un homme s'en va, voilà, il a 40 ans, la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, la femme est vieillie, elle est plus aussi jolie qu'avant, et puis bon, on la connaît par cœur, on connaît tous ses défauts, et puis tiens, la petite secrétaire, elle est très mignonne. Voilà, et ça, c'est d'une injustice sans nom, parce que finalement, il laisse une femme sur le carreau, économiquement, émotionnellement, alors que bon, elle lui a tout donné. Donc oui, je pense qu'il y aurait une loi, déjà moins généraliser le divorce, voire même l'annuler, arrêter, dire voilà, il y a des couples, vous vous mariez, c'est pour la vie. Si vous vous mariez pas, vous acceptez les risques qui vont avec. En revanche, effectivement, donner aussi, dans ce genre de mariage, aussi donner une porte de sortie, pas forcément par un divorce, mais par exemple par une séparation qui serait légalisée, ou qui protégerait quand même les conjoints si par exemple il y a des abus dans le mariage. Que ce soit la violence physique ou psychologique, des choses comme ça, ou comment dire, la négligence grave, ou l'infidélité. Donner quand même une porte de sortie qui serait pas vraiment un divorce, mais qui garantirait quand même, et que la femme, ou que le mari d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des ménages, c'est l'inverse, hein, c'est la femme qui maltraite psychologiquement son mari, voire le bas, ça existe dans les deux sens, hein. Et voilà, pour donner une porte de sortie, mais vraiment arrêter ce divorce à outrance, voilà. Ou comme ça, quand t'es une femme ou un homme dans un mariage, ça garantirait quand même sa stabilité et puis les risques économiques que vous prenez. Mais en laissant une petite porte de sortie en cas de, parce que bon, ça existe aussi de mariage toxique, malheureux. Mais ça, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est juste pas pensable. Parce que déjà, t'as beaucoup de gens, pour qui le mariage est optionnel, ou qui, quand ils se marient, se disent, je peux toujours divorcer si je rencontre quelqu'un d'autre. Et ça, c'est aussi un changement de mentalité qu'il faudrait qu'il se passe, quoi, qu'ils se rendent compte que c'est pas anodin, quoi. Un mariage, c'est pas juste une histoire de j'ai rencontré quelqu'un, c'est très beau, on veut officialiser notre amour à la face du monde. C'est très bien, hein, mais il n'y a pas que ça. C'est que le mariage, avant tout, ça a été un contrat pour protéger et l'homme et la femme, en fait. L'homme, comment dire, la femme est bénéficie généralement plus de mariage que l'homme d'un point de vue économique. Mais l'homme bénéficie aussi du mariage, hein, par la fidélité de sa femme, donc l'assurance que ses enfants sont les siens. Enfin, l'assurance, c'est pas à 100%, mais bon, une certaine assurance que ses enfants sont les siens. Et puis le mariage, en revanche, monogamique, a permis aussi de lisser certains heurts entre hommes, de permettre à la majorité des hommes de pouvoir avoir une femme. Parce que oui, il y a aussi ce discours aussi des masculinistes, oui, la polygamie c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien.
Oui, sauf que la polygamie, en fait, dans les pays qui pratiquent la polygamie, c'est les plus riches qui ont toutes les femmes. Donc l'ouvrier, en fait, il a jamais vu une femme de sa vie, quoi. J'avais vu un reportage comme ça, soit c'était sur Arte, mais alors il y a très longtemps. C'était des ouvriers, il me semble, dans un pays, enfin peut-être en Arabie Saoudite, d'ouvriers qui se retrouvaient après le chantier. Ils allaient sur la plage et en fait ils sculptaient dans le sable des corps de femmes et ils leur faisaient des câlins parce qu'en fait ils avaient jamais vu une femme de leur vie. Donc c'est ça la polygamie aussi. Hein. Voilà. Donc le mariage bon, bénéficie à la femme, c'est vrai, bénéficie aussi à l'homme. Mais enfin voilà, faudrait mais faudrait que les gens divorcent moins ou au moins se rendent compte des enjeux qu'il y a derrière parce que je pense que là, beaucoup de gens se rendent absolument pas compte des enjeux qu'il y a derrière le mariage. Et c'est assez triste. Merci beaucoup Pauline pour ta réponse. On a maintenant une question de Chelsea qui nous vient de Montpellier et qui te demande est-ce que le mouvement Tradwife ne serait pas intéressant à adopter pour les mouvements traditionnalistes français au regard de leurs principes, la volonté de restauration de la famille, faire échapper les enfants à l'influence de l'État et d'idéologies néfastes, désamorcer la confrontation homme-femme, le retour aux faits maison, contre le tout industriel, échapper le plus possible au capitalisme et au salariat. Est-ce qu'au regard de ces principes, le mouvement Tradwife ne serait pas une finalité intéressante pour les traditionalistes, même français? Oui, oui, bien sûr. Après, quand je parlais des masculinistes et des extrémistes religieux, enfin, je les rapprochais, pas dans le sens où, bah déjà, j'ai dit qu'ils n'étaient pas directement liés. Enfin, je disais juste qu'il y avait des ponts, en fait. Et puis, c'était surtout dans l'optique de prendre un peu de recul par rapport à ce mouvement et de voir parfois les faiblesses qu'il pouvait avoir. Mais effectivement, hein, je veux dire, on peut aussi le rapprocher de mouvements beaucoup plus positifs et beaucoup plus sains. De dire juste voilà les tradwives, enfin la femme au foyer, c'est un modèle qui est valable, c'est un modèle qui est possible, et puis c'est un modèle voilà qui permet généralement que les enfants soient mieux éduqués, grandissent mieux, les liens familiaux sont resserrés, enfin même les liens intergénérationnels, parce qu'une femme au foyer, c'est aussi une femme qui souvent voilà s'occupe de ses parents, ou va aller voir les voisins, ou s'occupe de bénévolat ou de choses à l'école. Enfin, elle reste pas que au foyer. Donc je pense que c'est une richesse, enfin c'est une très grande richesse que d'avoir des femmes qui se dévouent en fait à la communauté au final. C'est ça, à leur famille et puis parfois plus largement à d'autres communautés. C'est très bien et je pense que c'est quelque chose qui est très positif et qu'il faut mettre en valeur. Mais là, ce que je mettais dans ma conférence, c'est aussi pour éviter, enfin, c'est par prudence, pour éviter, en fait, comment dire, l'admiration béate de se précipiter là-dedans, quand on est une jeune femme, et de pas voir aussi tous les dangers qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, c'était plus dans cette optique-là que je le faisais, enfin, faire son choix, mais faire son choix en connaissance de cause. Merci Pauline pour ta réponse. Une nouvelle question d'Alexei qui te demande dans quelle mesure le mouvement Tradwife a-t-il un lien avec le fantasme sur la période victorienne et les romans de Jane Austen? Ouais, alors la période victorienne, c'est une période, comment dire, moi c'est le 19e siècle, et c'est notamment en Angleterre, parce que enfin c'est sous le règne de la reine Victoria qui a duré extrêmement longtemps. Et en fait, c'est une période où le droit des femmes, enfin les femmes étaient vraiment considérées comme des mineurs, quoi. C'est-à-dire qu'elles avaient aucune liberté, même je veux dire même au niveau du droit patrimonial. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit beaucoup dans les romans de Jane Austen. Vous avez des familles comme ça où il y a une mère qui est veuve et qui n'a que des filles, bah, elle est obligée de partir de chez elle parce que c'est le cousin qui investit la baraque. Et souvent le cousin, oui, il a promis de prendre soin de ses cousines, mais en fait il n'en est rien, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont un peu livrées à elles-mêmes, voilà, dans un taudis. Et donc ça, c'est une réalité sociale à l'époque victorienne où la femme n'a vraiment plus aucun droit, en fait. Son rôle, c'est juste pour le coup, c'est ça, c'est d'être une épouse, c'est d'être une mère, et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est son mari qui a le pouvoir sur les enfants. Si par exemple la femme demande un divorce ou enfin une séparation, c'est le mari qui récupère automatiquement le droit de garde des enfants. C'est une femme qui passe de l'autorité de son père à celui de son mari. Enfin, on est vraiment sur un modèle, je dirais presque latin, enfin romain où là vraiment la femme est considérée comme une mineure. Je veux dire, la femme à l'époque victorienne a beaucoup moins de droits et de libertés qu'une femme, par exemple, au Moyen Âge.
Là encore, le Moyen-Âge, c'est très nuancé, hein. Il y a des périodes d'avancée, des périodes de, comment dire, comment dire, les femmes ont plus ou moins de droits selon les périodes, mais voilà, la femme victorienne, elle a vraiment, c'est une mineure à vie, quoi. Et alors, est-ce que le mouvement tradwife serait issu de cet idéal victorien? Peut-être pour certaines tradwives, je ne sais pas. Par exemple, à l'époque victorienne, il y a beaucoup d'hommes qui s'élèvent justement contre le droit des femmes, contre le droit de vote des femmes, etc. Moi, je pense par exemple à Joseph de Maistre ou Proudhon, euh, des personnalités comme ça, qui vraiment, en fait, à l'époque victorienne, c'est non seulement il y a un recul du droit des femmes, mais il y a aussi quand même une misogynie dans le discours qui est quand même assez énorme. Bah, en fait, on leur enlève leur droit juste parce qu'en fait on considère qu'elles sont débiles, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Elles ne sont pas en capacité de choisir pour elles-mêmes, elles sont inférieures intellectuellement, elles sont inférieures par nature. Et donc mais ça c'est pas du tout le discours des tradwives pour le coup. Donc je pense pas que le mouvement tradwife soit issu d'une, comment dire, d'une tradition politique, littéraire ou culturelle issue de la période victorienne. Mais je pense pas, très franchement. Merci beaucoup, Pauline, pour ta réponse. On passe à Arras maintenant avec une question d'Alex Vanderbilt qui te demande: selon toi, les tradwives sont-elles vouées à se généraliser ou resteront-elles une minorité dans le futur? Bah, pour l'instant, c'est un mouvement complètement minoritaire. Après, comme énormément de minorités, il parle fort, mais c'est un mouvement très minoritaire. Et la tendance qui va se profiler, je ne sais pas du tout ce qui va se profiler. Est-ce que les femmes vont retourner au foyer ou pas? De fait, économiquement, il y a moins d'emplois, il y a une crise. Et généralement, dans les moments les moments de crise, alors ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, dans les moments de crise, soit on va faire appel aux femmes parce qu'on a besoin d'elles, c'était notamment le cas pendant les guerres, etc., où il fallait assurer derrière le maintien du pays. Et puis, une fois que la guerre est passée, on les enjoint de rejoindre leur, euh, leur foyer. Ou au contraire, dans les moments de crise, il y a un mouvement de retour des femmes au foyer parce qu'en fait, elles concurrencent le travail des hommes. Il y a pas assez d'emplois. Du coup, les premiers qui prennent, les premières qui prennent, c'est les femmes. Je saurais pas trop dire. Je pense qu'il y a cette prise de conscience chez certaines femmes parce qu'effectivement, la vie actuelle, le travail, la vie économique est très dure. Il faut beaucoup travailler pour gagner peu. Il y a de moins en moins d'emplois. Et donc, ce mouvement des femmes qui retournent au foyer, c'est un peu une réponse, un ras-le-bol général, on va dire, à des injonctions qui deviennent de plus en plus difficiles à satisfaire. Mais alors après, est-ce que il y aura de plus en plus de femmes au foyer? Je saurais pas trop dire parce que il y a quand même encore cette idée très prégnante de faut être indépendante économiquement, faut s'épanouir dans une carrière, vous êtes des femmes libres, et ça c'est quand même un truc qui reste ancré encore très 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 fortement. Et puis il y a de toute manière la question légale du mariage qui expose de toute manière les femmes à la précarité si elles sont femmes au foyer. Donc ça c'est aussi un problème politique. Peut-être que si on rendait le mariage comment dire, le mariage plus sérieux, enfin comment dire, interdire par exemple le divorce, mais aménager quand même des portes de sortie, ça pourrait être intéressant pour que les femmes retournent au foyer. Parce que la réalité, elle est là. Il y a d'une part le discours féministe de les femmes, vous devez être libérées, vous devez travailler, et d'autre part, il y a la réalité pratique, économique et légale une femme qui reste au foyer, c'est une femme qui s'expose à un risque économique. Donc il y a ces deux choses. Donc je pense que non, les femmes elles vont pas retourner au foyer, mais bon, ceci dit, c'est intéressant que ce mouvement existe et prouve que oui, être au foyer c'est possible et que c'est quelque chose de valable. C'est très bien. Voilà. Mais je pense pas que, pour l'instant, je pense pas que le mouvement, que ça aille dans ce sens-là, quoi. Eh bien, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, Pauline, pour ta conférence qui était très intéressante. Merci aux auditeurs pour leurs questions, pour leur présence.
Et évidemment, vous êtes tous conviés dans le futur à nos nouvelles conférences, à nos prochaines conférences sur l'Institut d'Action Française, qui se tiendront la rentrée prochaine, et qui réservent de grandes surprises et de très bons intervenants. Merci à tous et bonne soirée.